Bonjour à toutes et à tous, élèves de première. Aujourd'hui, on va continuer et on va terminer le chapitre du son. On a commencé déjà dans les 3 vidéos précédentes, on a travaillé le son comme phénomène vibratoire, comment le son est émis, la fréquence, la hauteur du son, l'analyse spectrale du son pour différencier de sons de qualités différentes. On a vu aussi l'intensité et le niveau sonore. Dans cette vidéo, on va se concentrer plus sur le son émis par des instruments de musique et beaucoup plus précisément, on va travailler les instruments à cordes et les instruments à voix. Toujours dans le thème 4, le chapitre 1 du programme, le son. Donc, comme on a dit, on va commencer les instruments de musique. Les instruments de musique sont classés en 3 catégories. On va en voir 2. Tout d'abord, on va voir les instruments comme la guitare, le violon, le piano. On les appelle les instruments à cordes. Donc, dans la guitare, la corde, elle est pincée. Dans le violon, elle est frottée. Dans le piano, elle est frappée, avec le clavier, bien sûr. Ces instruments à cordes, il y a plein d'autres. Et on va voir aussi les instruments comme les 2 genres de flûte ici. Il y a la flûte à bec, la flûte traversière. Il y a la trompette, la clarinette, il y en a aussi d'autres. On les appelle les instruments à vent. Le 3e genre d'instruments, c'est les percussions. On ne va pas les détailler dans cette vidéo. Donc, instruments à cordes, instruments à vent. On va commencer par l'explication des instruments à cordes, comment ça donne le son et comment le son il est généré. Ce qu'on appelle les modes de vibration d'une corde de guitare ou bien de n'importe quelle autre corde, ça c'est comment le son à travers la corde est donné. D'accord? Et le phénomène physique derrière tout ça s'appelle le phénomène des ondes stationnaires. Ça, c'est pas effectivement trop détaillé dans votre programme, c'est pas une exigence, mais quand même, c'est bien de comprendre un peu les ondes stationnaires pour pouvoir comprendre comment, si par exemple on tend la corde de cette façon, on la frotte de cette façon, il a une certaine longueur, une plus petite longueur, etc., comment les sons vont différer. C'est pour cela qu'il faut un peu comprendre c'est quoi. Donc, on va les exposer rapidement. Pour cela, on va je vais vous montrer une animation. Donc, voici le lien, vous pouvez la voir plus tard. Et une petite vidéo qui va montrer comment la corde réellement elle vibre quand elle est tendue des 2 extrémités. D'accord? Déjà, si on voit cette petite photo qui est prise de la vidéo, vous voyez que ça, c'est un aspect que la corde peut avoir. Donc, on va commencer à se poser la question d'où est venu cet aspect, pourquoi il y a cet aspect. On sait très bien, vous savez très bien que si on va pincer une corde, si la corde elle est tenue des 2 extrémités, vous savez par exemple pour la guitare, la corde elle est tenue des 2 extrémités. Si à une certaine extrémité on pince la corde, elle va commencer à vibrer. Donc il y a une onde qui va aller à l'extrémité fixe, et puis quand ça va arriver à l'extrémité fixe, elle va se réfléchir, et ça c'est continu. D'accord? Donc, pourquoi ça va avoir cet aspect? On va commencer par voir la petite animation, et puis après on revient à la vidéo et on continue. Donc, ça c'est une corde, et on va la pincer par exemple de ce côté, et ça c'est l'extrémité fixe. Une fois qu'on crée une onde, cette onde va commencer à cette onde va atteindre l'extrémité fixe. Et vous allez voir qu'elle va se réfléchir. Donc, il y a l'onde bleue là. Donc, ce qui est dessiné en bleu, c'est l'onde réfléchie. Ce qui est dessiné en rouge, c'est l'onde incidente. Et ça, c'est continu, comme on a dit. C'est pas une seule fois qu'il y a eu l'incidente, elle réfléchit et ça a disparu après. Donc, ça continue, car elle continue à vibrer la corde, ou bien à être frottée, ou bien pincée, etc. Donc, nous avons ces 2, mais nous, réellement, on ne va pas voir les 2 séparés, on va voir le résultat des 2. Le résultat des 2, ça veut dire la somme des amplitudes, la somme algébrique. C'est-à-dire si, par exemple, je prends, disons, ce point, d'accord? En ce point, nous avons l'onde, l'amplitude rouge, qui est dessinée ici en rouge, elle est une amplitude positive, elle a cette valeur.
Et l'amplitude bleue, elle a une amplitude ici qui est négative, ou bien une élongation, ou bien un déplacement vertical négatif. Si on additionne ces deux, à cet instant, il s'avère que ce sont les mêmes valeurs. Donc si on les additionne, ça va être un 0. Alors le résultat, c'est 0, c'est le point ici. Donc le noir, c'est effectivement point par point la somme algébrique des deux amplitudes, des deux élongations si vous voulez. On peut dire des deux élongations. Élongation, ça veut dire le déplacement vertical de l'onde. Pour la rouge, c'est mentionné avec les traits rouges ici, et pour la bleue, c'est avec les traits bleus qui sont en bas. Donc, la somme algébrique point par point de ces élongations va déterminer les points qui sont ici sur la ligne noire. Si on va continuer l'animation, donc vous allez remarquer que il y a un endroit où les deux ondes noires, rouge et bleu, voilà. Donc ce point, c'est la superposition des deux ondes qui ont les deux mêmes élongations, pour le bleu et pour le rouge. Si on va faire la somme de ces deux, ça va donner toute cette élongation. Donc c'est le double. C'est pour cela que je vais avoir ici pour la ligne noire une plus grande élongation, une plus grande amplitude. Et si on va jouer l'animation, vous allez remarquer que les ondes rouges et bleues, elles se propagent, chacun dans un sens. Tandis que la noire, elle est en train d'aller sur place. Elle n'est pas en train de se propager. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle on l'appelle onde stationnaire, car elle ne se propage pas comme les ondes incidentes et réfléchies. OK? Et ces ondes stationnaires, vous voyez, parfois ça augmente, parfois ça diminue. Mais si vous remarquez, il y a des points bien particuliers qui sont ces points. Là, un autre point ici, un troisième point ici. Ces points ne changent pas de position. Car si on remarque à chaque instant, les deux ondes incidentes et réfléchies vont avoir deux élongations opposées dans le signe, une positive et une négative, mais de même valeur, donc elles vont s'annuler. Ça, on les appelle les nœuds de vibration. D'accord? Et il y a un endroit où il y a la plus grande élongation. Par exemple, ici, là où il y a le point A. Là, on peut atteindre le maximum d'élongation qu'on appelle l'amplitude maximale. Ce point, la même chose se passe en ce point. D'accord? Donc, il y a aussi, ça peut atteindre le maximum. Bien sûr, on le voit là très lentement, mais si ça se passe rapidement, et ça c'est le fait que ça se passe rapidement, on ne va pas arriver à distinguer la montée et la descente. On va les voir tous ensemble. Donc, ça, on les appelle les ventres de vibration. Donc, les nœuds de vibration, les ventres de vibration. Très bien. On va passer maintenant à la vidéo pour voir réellement ce qui se passe à la corde. Voilà, ça c'est une corde qui est tenue d'une extrémité et la personne qui est là, elle la tient de cette extrémité. Il va la vibrer, vous allez voir, en la vibrant, il attend au début et il la vibre. Ça va donner ce genre de fuseau. Maintenant, pour que ça soit une expérience bien pertinente, au lieu de la vibrer manuellement, il va l'attacher à un moteur et la fréquence du moteur, c'est lui qui va vibrer la corde. Voilà, donc cet aspect de corde, donc avec un fuseau, ça on dit que la corde elle est entrée en résonance avec le moteur, l'excitateur. Donc le moteur c'est lui qui a créé ces vibrations. Donc elle est entrée en résonance, ça veut dire que elle va vibrer avec le maximum d'amplitude. Le thème résonance aussi c'est pas de votre programme, c'est pour mentionner ceci. Et donc ça veut dire qu'elle est en deux mots, qu'elle vibre avec une fréquence qui va lui donner le maximum d'amplitude. Et c'est la fréquence que le moteur aussi est en train de donner. Donc si la fréquence du moteur est égale à la fréquence propre de la corde, ça c'est la résonance. En tout cas, s'il va changer ou bien la tension avec laquelle il tire la corde, ou bien parfois la longueur de la corde, on va voir qu'il y a d'autres aspects. D'autres modes de vibration. On peut avoir, au lieu d'avoir un seul fuseau, on peut avoir deux fuseaux.
D'accord? Donc, voyons. Ici, par exemple, il a changé un peu. Et là, aussi, il a tiré plus et on a obtenu 3 fuseaux. D'accord? Donc, que ce soit un seul fuseau, ou bien deux fuseaux, ou bien trois fuseaux, ce sont les modes de vibration. Ça, c'est fait à cause d'un certain facteur qui est ou bien la tension ou bien la longueur. Maintenant, il va varier, il va travailler sur une autre variable qui est la longueur de la corde. Donc, au lieu de prendre, supposons que tout ça, c'est la longueur L de la corde, il va prendre maintenant 2/3 de la longueur. Pourquoi 2/3? Car s'il prend 2/3, rien ne va changer que il y a un fuseau en moins. Donc s'il va tenir ici la corde, donc vous allez le voir maintenant, il va tenir la corde en ce point. La corde continue à vibrer et rien ne change, mais à la place d'avoir 3 fuseaux, c'est 2 fuseaux parce que la fréquence de l'excitateur est la même, la tension est la même, donc il n'a rien changé que la longueur. Et surtout qu'il a tenu en un nœud. Donc déjà le nœud, il ne vibre pas. De même, il va essayer de tenir au 1/3 de la longueur. Vous voyez ici, par exemple, en la tenant en 1/3 de longueur, c'est pas facile pour lui de faire ça. Et à un certain moment, vous voyez, il va changer la tension. La corde ne va plus rentrer en résonance. Elle va vibrer, mais d'une façon trop aléatoire, jusqu'au moment où il tend davantage la corde. Quand il la tend davantage, vous allez voir qu'elle est rentrée en résonance, mais avec cette fois deux fuseaux. D'accord? Donc, cette histoire de vibration ou bien de la corde qui entre en résonance et qui vibre avec des fuseaux, ces modes de vibration, ça va vous rappeler un peu les harmoniques. Donc, quand la corde, elle vibre avec un seul fuseau, donc elle vibre selon la fréquence du fondamental, ou bien la fréquence fondamentale. Si c'est avec deux fuseaux, donc F, c'est le double, donc il vibre avec une fréquence double de la fondamentale, donc avec une fréquence F2 égale 2 F1. Si elle vibre avec trois fuseaux, donc elle vibre avec une fréquence F3 égale 3 F1, donc la fréquence de la troisième harmonique. D'accord? Ça, ce sont des expériences où il a créé la fréquence de la corde avec des modes de vibration particuliers. Mais est-ce que la corde, quand on pince la guitare, est-ce qu'elle vibre avec ce mode ou bien ce mode ou bien ce mode? On va voir tout à l'heure. Donc, on peut dire que pour une même corde, on peut lui créer des vibrations selon des modes de vibration différents. Dans cette corde, elle vibre avec un seul fuseau, celle-ci avec deux fuseaux, celle-là avec trois fuseaux. C'est la même corde, mais ce qu'on a changé. Bon, dans la vidéo que vous avez vue avant, il a changé la tension et en autre temps la longueur. Là, c'est une animation qui s'appelle MELD. Vous savez qu'il y a un scientifique qui s'appelle Franz MELD dans les fin 1800. Il a travaillé sur les ondes stationnaires et ainsi il a détaillé tout ceci. Dans l'application ou bien l'animation s'appelle MELD, suivant son nom. Ça montre aussi les modes de vibration. Mais dans cette animation, au lieu de changer la tension de la corde en changeant la masse, donc vous voyez la masse elle est toujours 36 grammes. Là c'est 36 grammes et en bas c'est 36 grammes. Donc elle n'a pas changé la tension de la corde, mais il a changé la fréquence du vibreur. Et la fréquence du vibreur, c'est elle qui va être la fréquence de la corde. Mais ce n'est pas pour n'importe quelle fréquence de vibreur la corde va rentrer en résonance et va vibrer avec des fuseaux. Donc, c'est avec des fréquences bien particulières. Effectivement, pour la fréquence 5,6 Hz, l'onde, elle est entrée en résonance avec un seul fuseau. Pour une fréquence de 11,2 Hz, elle est rentrée en résonance avec deux fuseaux. Et pour une fréquence de 16,7 Hz, elle est rentrée en résonance avec trois fuseaux. Si vous remarquez que F2 et F3 sont des multiples de F1, F2 c'est le double de F1, F3 c'est le triple de F1. Alors, on peut facilement faire le lien avec ce que vous avez vu avant et dire que si on suppose que le F1 c'est la fondamentale, F2 qui est le double de F1 c'est la deuxième harmonique, F3 c'est la troisième harmonique. Et on peut dire ici que cette corde, elle a la capacité de vibrer avec trois harmoniques. La première harmonique qui est la fondamentale, la deuxième, la troisième. Effectivement, si on augmente aussi la fréquence, on peut aller
au quadruple, donc 4 fois 5,6, on va avoir 4 fuseaux. Mais au-delà de 4 et 5 fuseaux, l'amplitude des fuseaux sera trop petite, donc ça va être négligeable. Ça ne va pas beaucoup affecter dans la signature ou bien la qualité du son. Donc pour cela, si on voit les harmoniques suivantes, on va dire que la corde, elle a la capacité, elle peut vibrer avec ces 4 selon la fréquence. Qu'est-ce qui est de la vibration, le mode de vibration d'une corde normale? Ici, on l'a forcé de vibrer avec un fuseau, on l'a forcé de vibrer avec 2, on l'a forcé de vibrer avec 3. Mais si on pince la corde de guitare, qu'est-ce qui se passe? Alors la corde, elle va rentrer en vibration selon tous les modes qu'elle peut avoir. Donc, ça va être un son complexe, composé de toutes les harmoniques et la fondamentale qu'elle peut avoir. Et elle va avoir l'allure suivante. Si vous voyez ici en bas, l'allure de la corde. Donc, cette allure, ça se voit que c'est un son, ou bien l'allure d'un son complexe, qui est effectivement formé de la somme de toutes les fondamentales et harmoniques qui sont là. D'accord? Donc, vous, dans votre livre de bordage, vous pouvez flasher la page 212. Mais quand même, je vais vous la montrer en utilisant l'animation qui est sur le site Edumedia. Ça aussi, le lien, il est là, vous pouvez l'utiliser pour voir comment la corde de la guitare, elle va vibrer. Donc, si vous rentrez dans cette animation, vous allez voir la guitare. Regardez bien comment elle est en train de vibrer, la corde de la guitare. Elle ne vibre pas selon des fuseaux ou bien des fuseaux bien déterminés. Donc, ça, c'est une vibration, si vous voulez, composée de tous les fuseaux. D'accord? Tandis que si je vois les harmoniques, regardez, ça, c'est la première harmonique. On peut distinguer les harmoniques. Ça, c'est la deuxième harmonique, donc c'est les deux fuseaux. Donc, quatrième harmonique, donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Et effectivement, elle est en train de faire, elle est en train de vibrer avec toutes les harmoniques. C'est pour cela qu'elle fait la vibration complexe. OK? Comment on peut régler la longueur de la corde? La longueur de la corde, elle est réglée selon le capot. Il y a un capot qu'on met sur la guitare. Et ça, on les appelle les frettes. Donc, c'est très là. Donc, si on met un capot sur une des frettes, par exemple là, ou bien entre deux frettes, là, voilà, la longueur de la corde a changé. Et quand la longueur de la corde a changé, elle va vibrer différemment que ce qu'elle était avant. Et là, puisque la fréquence va être différente, donc forcément, on va entendre une autre note. Et ceux et celles parmi vous qui jouent de la guitare, réalisent ceci, que si par exemple, avec une même corde, je joue le La, je peux, avec la même corde, jouer, disons, le Mi ou bien le Ré, en changeant la position du capot. Bon, revenons à ce qu'on a dit avant. Donc, c'était comment va vibrer la corde. Maintenant, essayons de voir c'est quoi la valeur de l'expression ou bien la formule de la fréquence du son pour une corde. D'après tout ce qu'on a vu maintenant, tout à l'heure, on peut dire que la fréquence dépend de 3 facteurs. Ces 3 facteurs sont 1. La longueur de la corde, donc, puisque quand il a varié la corde avec le capot, on peut entendre différentes notes, donc différentes hauteurs. 2. La tension de la corde, ici on va l'appeler F, donc comment on est en train de tendre la corde, à quel point on est en train de tendre la corde. Ok, donc ça joue un rôle. Il y a un troisième facteur qu'on n'a pas mentionné avant, mais normalement c'est un facteur très important. Et c'est pourquoi pour la guitare, il y a 3 cordes en nylon, 3 cordes un peu plus métalliques, ou bien pourquoi dans le piano, si vous regardez, si vous allez observer un peu qu'est-ce qui est derrière le keyboard, le clavier du piano, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des cordes qui sont enroulées d'autres matières que d'autres cordes, d'autres matériaux. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle la masse linéique de la corde. Masse linéique, c'est masse chaque mètre. Masse par unité de longueur. OK? Car si on connaît la masse linéique, je peux savoir la masse de la corde, quelle que soit cette longueur, en multipliant par la longueur. La masse linéique mu égale M sur L. D'accord? Donc, c'est kilogramme
mettre -1. Si on a ces trois facteurs, je vais vous proposer 4 formules et on va discuter ensemble laquelle sera. Bien sûr, on n'est pas dans la situation où on va savoir ou bien déterminer ou démontrer la formule, mais on va quand même faire un petit raisonnement pour choisir la meilleure. Donc, les formules sont les suivantes. Petit f, c'est la fréquence. Il faut décider, choisir. Donc, pour choisir, il faut un peu revenir un peu au facteur et dire qu'est-ce qui se passe quand la longueur augmente? Qu'est-ce qui se passe à la fréquence? Donc, on a dit que si la longueur diminue, la fréquence augmente. Comme dans le cas où on a changé la longueur avec la corde de la guitare. Donc, quand on a mis le capot à un endroit plus proche, au centre, donc on a diminué la longueur, ça va donner un son plus aigu. Donc, quand la longueur diminue, la fréquence augmente. Ceci va nous aider à décider de barrer quelle et quelle équation. Il faut que la longueur soit au numérateur ou bien au dénominateur. Évidemment, au dénominateur. Donc, on va barrer ces deux relations. Concernant la tension de la corde, quand la tension de la corde augmente, la fréquence augmente. Plus on tire la corde, plus ça donne un son plus aigu. Donc, la fréquence doit être au numérateur. Ces deux formules donnent la fréquence au numérateur. Donc, apparemment, ces deux expressions sont plausibles, sont aptes à être correctes. On va quand même choisir. La masse linéique, plus la masse est grande, plus la fréquence est petite. Et plus la masse est petite, masse linéique est petite, plus la fréquence est grande. Ok, on n'a pas discuté ça, mais quand même, on peut vous le dire. Donc, parmi ces deux relations, comment on peut choisir? En fait, si on fait une petite étude d'unité, ce que normalement vous n'avez pas dans ce programme, ce n'est pas de votre programme de faire une étude qu'on appelle analyse dimensionnelle, donc une étude d'unité. Mais si jamais vous avez la curiosité de savoir c'est quoi l'analyse dimensionnelle, je crois que l'année prochaine, pour ceux qui font physique, spécialité aussi, ils vont la connaître. C'est à travers les unités, je peux savoir quelle est la formule correcte, la plus cohérente avec l'unité, et on va remarquer que ça va être celle-ci. Donc, c'est celle-là. OK? En tout cas, on vous donne la formule. Vous n'avez pas à vous soucier, on vous donne la formule, mais c'est bien de savoir comment ça varie. Ça, c'est important. Bon, maintenant, on passe aux instruments avant. Il y a une grande analogie entre les instruments avant et les instruments à cordes. Mais bien sûr, la différence, c'est que pour les instruments à cordes, c'est la corde qui est en train de vibrer. Tandis que les instruments avant, donc quand on joue à la flûte, qui est en train de vibrer? Effectivement, c'est la colonne d'air. C'est pour cela, au début, on a commencé à travailler les tuyaux d'air, la vibration de l'air dans un tuyau. Il y a une grande expérience qui a été faite avec ceci, et vous l'avez dans votre livre à la page 213. Donc, c'est un dispositif expérimental où on étudie la vibration de l'air dans un tuyau sonore. Mais sûrement, on va résumer ça ici. Donc, l'instrument avant. Et pour ceci, on va utiliser cette animation toujours dans le site de Edumedia, qui est un site bien fait et très... Je vous conseille de rentrer pour voir des émulations. Donc, voyez, ça c'est un tuyau sonore qui est effectivement le tuyau de la flûte, de la trompette, de la clarinette, etc. Ce sont les particules de l'air qui vont vibrer. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe et du coup, vous pouvez faire aussi flasher la page 213 de votre livre Bordas pour pouvoir visualiser ce qui se passe. En tout cas, je vais ce lien. Donc, en rentrant dans le lien, on va trouver ceci. Ça, c'est un tuyau d'air. Donc, bien sûr, il y a les particules de l'air qui sont représentées ici par les petites boules noires. Il y a un haut-parleur là. Cet haut-parleur c'est lui qui va créer la vibration. Vous savez que quand on branche un haut-parleur à une prise de courant, ça va commencer à vibrer. Et la vibration de la membrane de l'haut-parleur va créer la vibration des particules d'air de proche en proche.
jusqu'à arriver au tuyau et à l'extrémité du tuyau, mais l'extrémité, elle est ouverte. Donc, étant ouverte, les particules ici vont vibrer. Donc, c'est pas comme dans la corde. La corde d'une guitare, vous savez que la corde de la guitare, elle est fixe des deux extrémités. Donc, quand il y a une onde qui va vibrer, elle va se propager et quand elle arrive à l'autre extrémité, ce point-là ne va pas vibrer car c'est un point fixe, mais il va réfléchir, l'onde, ça va revenir. Là, c'est pareil. Ça va vibrer, et la vibration ici, ça va continuer, mais aussi ça va revenir. Car les particules sont en train de... les particules d'air sont bien limitées dans cet endroit, donc forcément il y aura une réflexion. Mais au niveau de cette ouverture ici, il n'y a pas un nœud de vibration. C'est pas un nœud. Alors on va voir après que ça va être un ventre de vibration. Voilà. Et il y a une fréquence. Donc la fréquence, c'est la fréquence de l'haut-parleur, donc du haut-parleur. Donc si on va augmenter la fréquence du haut-parleur, on va remarquer que les particules de l'air vont vibrer. Et le tube, il a une certaine longueur. La longueur, elle est importante pour l'étude. Donc, si on a choisi une fréquence de 340 Hz, vous allez voir qu'il y a ce genre de mouvement, de vibration. Mais si vous remarquez que ce n'est pas une onde aussi qui se propage, c'est une onde qui vibre, comme on a dit, à sa place. Donc on va dire que cette onde, c'est une onde stationnaire aussi. D'accord? Si vous remarquez qu'il y a l'aller-retour des ondes et la superposition de ces deux ondes incidentes et réfléchies vont créer l'onde stationnaire. Vous remarquez ici qu'il y a ce point, à ce niveau, les points ne vibrent pas. Tandis que aux extrémités, ça vibre. Node, c'est le nœud de vibration. Antinode, c'est le ventre de vibration. D'accord? Donc, aux extrémités, il y a une grande vibration, tandis que le maximum, tandis que là, il y a un nœud. Si on augmente la fréquence à 680 Hz, on voit que ça a doublé. Donc, il y a maintenant deux nœuds, une fréquence plus grande. Et si on augmente davantage à 1020 Hz, il y a maintenant 3 nœuds, donc ça a augmenté. Ça, c'est comme les fuseaux. C'est comme si nous avons des fuseaux. Mais maintenant, les fuseaux sont différents. Les fuseaux, leur sommet, c'est là. Donc si, par exemple, on va dessiner mentalement le fuseau, on va dire qu'il y a ici un ventre de vibration, il y a un nœud. Puis après un ventre, puis un nœud de nouveau. Puis après un ventre, puis un nœud, puis après un ventre. Donc ça, c'est le mode de vibration de l'air dans le tuyau, si vous remarquez. Ok. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la fréquence dépend de quoi. Si je vous dis qu'il y a de l'air qui rentre quand on souffle sur l'ouverture de la flûte en haut de la première extrémité, il y a de l'air qui rentre et ça va résonner à l'intérieur. Donc, on va penser à l'air. Donc, il n'y a pas de tension de corde ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a que l'air. Mais qu'est-ce qui va varier? Qu'est-ce qui va faire varier la fréquence pour qu'il vibre en un fuseau, ou bien deux fuseaux, ou bien trois fuseaux? Et effectivement, normalement, la variation, la vibration sera une composition de plusieurs. D'accord? Donc, rappelez-vous, fondamental et harmonique. Donc, si c'est un fuseau, donc c'est fondamental. Deux fuseaux, c'est le deuxième harmonique. Trois fuseaux, c'est troisième harmonique. Mais la différence, c'est que le fuseau, maintenant, c'est la somme de ces deux. Vous voyez? Car nous avons ici ouverture, donc c'est ventre, et là, c'est ventre. Donc, c'est pas comme avant où il y a un nœud, puis un ventre au milieu, puis un nœud. Donc ça, on peut dire que ça, c'est un fuseau. C'est comme si un fuseau. Ou bien deux demi-fuseaux. Donc, de quoi dépend la fréquence? La fréquence va forcément dépendre de deux facteurs. Premier facteur, c'est la vitesse du son dans l'air. Donc, la vitesse, et vous savez que la vitesse, normalement, on vous la donne, et la longueur de la colonne d'air. Ici, vous allez poser la question, est-ce que la longueur de la colonne d'air veut dire la longueur du tuyau sonore entier? En fait, non. Supposons que ça, c'est une partie de la flûte et nous avons ici un trou. Vous savez que la flûte est formée de plusieurs trous. Donc, voilà. Ça, ce sont les trous, par exemple. S'il y a ici, il y a un certain trou et ce trou, il est débouché. Ça veut dire qu'il n'est pas fermé. Alors, l'air va sortir de là.
Donc, la longueur de la colonne d'air, c'est de là à là. D'accord? Mais si jamais ce trou, il est bouché, mais il y a un deuxième trou après qui est ouvert, donc on a une plus grande longueur. Donc, la longueur de la colonne d'air veut dire c'est la longueur du là où, si vous voulez, le début de la flûte, de l'instrument, jusqu'au moment où il y a un trou, d'où l'air peut s'échapper. Et ça, cette longueur, on la prend en considération. Bien sûr, si la longueur, elle est grande, donc la fréquence est petite. C'est-à-dire que l'air, il va avoir toute une longueur pour vibrer. Alors, c'est comme dans la longueur de la corde. On a dit avant que si la longueur de la corde, en tout cas la longueur de la corde, pour une corde, pour décider la longueur, il faut la tirer ou bien la tenir. Donc, pour une guitare, quand on met le capot en cet endroit ou à cet endroit ou à cet endroit, on est en train de diminuer la longueur. Et plus la longueur est petite, plus la fréquence est grande. Pareil ici. Plus la longueur est petite, la fréquence est grande, ou inversement, plus la longueur est grande, la fréquence est petite. Mais comment on peut gérer ces longueurs-là? Voyez ces flûtes-là. Par exemple, dans ces flûtes, nous avons les trous. Des trous qui sont noirs ici, ça veut dire que ce sont des trous qui sont débouchés, qui sont bouchés. Et quand c'est ici vide, ça veut dire que ça c'est un trou qui est débouché. Ok? Donc, la longueur ici de la colonne d'air, c'est de là jusqu'à l'extrémité, car le seul endroit où l'air peut sortir, c'est de son extrémité. Et ça va donner une petite note, une note grave. Mais quand je débouche ce trou, alors la colonne d'air, ça va être de là jusqu'ici, puisque c'est de ce point où l'air va sortir. Ainsi de suite. Quand je vais déboucher ce trou, ça veut dire que la colonne d'air c'est de là jusque là, car c'est en ce point où l'air va s'échapper. Alors là, je suis en train de réduire la longueur, par suite d'augmenter la fréquence, et j'ai une plus grande fréquence. D'ailleurs, si on va essayer de voir les notes jouées par ces flûtes-là, on va remarquer que au moment où nous avons tout bouché, c'est le Do. Et après, il y a le Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà que notre chapitre est terminé. C'était un chapitre long, il a pris quand même 4 vidéos. J'espère maintenant que vous allez pouvoir tout rassembler. C'est un chapitre riche, commençant par l'intensité sonore, niveau sonore, hauteur, fréquence, les harmoniques, l'analyse spectrale, le timbre, et on a clôturé par les instruments de musique. Donc, voilà. Si vous avez quand même des questions, n'oubliez pas de les mettre, si vous voulez, en bas dans les commentaires, bien me les envoyer personnellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de tout ce que je vais avoir la possibilité de mettre. Et la dernière chose qu'on a dit dans cette vidéo, c'est à propos de la longueur dans un instrument avant. Donc la longueur, comment elle va affecter le son. Et c'est pour cela que j'ai amené cette flûte. Donc on va essayer de voir ensemble, vous allez écouter. Ce sont les trous, d'accord? Les trous de la flûte. Donc si je vais tout boucher, ça va donner la note qui est le Do, c'est une note qui est grave. Et au fur et à mesure que je débouche, j'enlève mon doigt, ça va donner une note plus aiguë. Donc le Do, c'est ça. Si je débouche, ça va donner le Ré, le Mi, le Fa, etc.